Comment se lancer dans la vie nomade en 6 mois? C'est la question que j'ai reçue cette semaine avec tout ce qu'il y a à faire entre vendre un appartement, trouver un camping-car, préparer la suite, l'administratif, éventuellement le travail. Il y a énormément de choses qui sont là à mettre en place et c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Eh bien salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diane, éclaireuse nomade et c'est à bord de Gary que je traverse l'Europe en famille depuis 2016. Avant ça, un tour du monde. Autant dire que la vie nomade, je connais. Et j'accompagne des gens à devenir eux aussi autonomes et à profiter de leur liberté. Aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu parce qu'une personne veut partir sur les routes. Vous êtes nombreux et nombreuses en général. Et là, elle avait des questions bien précises. Et c'était un petit peu la panique. Parce que, ouais, on peut imaginer qu'il y a une montagne de choses à faire. Et c'est vrai, entre trouver un véhicule, souvent c'est quand même le premier truc qu'on fait, alors que c'est peut-être pas ça le plus urgent. Vendre un appart, l'administration, s'il y a des enfants, s'occuper des enfants, le boulot, les cartons, les affaires, bref, on va dérouler tout ça. Déjà, il faut savoir que c'est normal. C'est entièrement normal d'être un peu submergé par tout ça. C'est pas un problème de motivation, c'est pas un problème de savoir s'organiser, même si ça peut l'être. Mais là, c'est un surplus d'informations et il faut vraiment mettre de la structure, séquencer un peu toutes les étapes. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je précise aussi que dans cette vidéo, je ne vais aborder que la logistique pure, parce que c'est bien souvent le premier truc qui bloque, le premier truc qui fait qu'on est un peu en panique, en surcharge, alors que normalement dans mes accompagnements, je vais beaucoup plus loin, parce que ça c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres choses, autres que la logistique, à préparer avant de partir réellement sur la route. J'en parlerai à la fin de la vidéo, mais là du coup, soyez pas étonnés, ça va être pure logistique, ou des fois je vais beaucoup plus loin. Alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être submergé? Déjà parce que souvent, c'est pas un seul projet, c'est pas juste quitter son logement. Il y a ça, donc déjà, pouvoir le vendre, pouvoir faire les cartons et tout ça, mais donc, il y a donc quitter le logement, faire les cartons, tout trier sa vie matérielle, parce que forcément, on ne va pas garder tout ce qu'on a dans son logement, donc ça demande aussi des actions supplémentaires, et derrière, construire un mode de vie nomade. Rien que trouver le logement, trouver le nouveau véhicule. Donc rien que ces trois choses-là qui sont les trois grands piliers prennent énormément de temps. Et le problème, c'est que si on fait tout ça à la fois, eh bien, le cerveau il va se mélanger les pinceaux. Et ça va être un réel coup énergétique de fatigue. Parce qu'au lieu de prendre le problème un par un et d'aller jusqu'au bout, on prend que des micro-décisions sans que rien ne soit vraiment fini ni acté. Et ça, sur un long terme, même 6 mois, c'est vite épuisable et on a l'impression de ne pas avancer. Donc concrètement, la première étape, c'est mettre de l'ordre. Vraiment, de l'ordre. Mais on ne commence pas par les cartons. On commence à mettre de l'ordre dans ses priorités. Parce que si tout est au même niveau dans la tête, c'est là où ça bloque. Parce que tout semble urgent alors que ça ne l'est pas. Donc on doit raisonner en termes de tâches, on doit raisonner en termes de qu'est-ce qui est le plus urgent là tout de suite. Je regarde mes notes en même temps pour voir ce que j'avais noté. Alors déjà, première phase, techniquement, normalement, dans l'idéal, je sais que ce n'est pas toujours possible, c'est comme déjà vérifier si la vie nomade te convient. J'ai toujours trouvé très aberrant ceux qui partent sur la route sans avoir testé ce mode de vie au préalable. En général, il y a des surprises. Et c'est normal, c'est normal. Donc déjà, la première question quand même à se poser, c'est est-ce qu'on a déjà vécu un véhicule, que ce soit en quelques semaines, quelques mois, parce que la vie nomade, c'est pas les vacances nomades. Il y en a qui confondent beaucoup ça, la van life des vacances, 3 semaines, 1 mois, même, allez, un peu plus, 8 semaines si on a la chance de pouvoir partir longtemps, et la vraie vie nomade avec les contraintes qu'il y a professionnelles, parce que oui, en général, là on travaille. Donc bref, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, vous pouvez les retrouver. Donc si on peut tester avant d'acheter, c'est quand même déjà pour moi l'idéal.
parce qu'un véhicule, ça a un certain coût budgétaire. Euh, de la bonne occasion, au-dessous de 20 000, il n'y a pas grand-chose, et encore pour avoir des travaux. Mais ça peut monter à 30, 50 000, voire 80 000 quand on veut du neuf. Et l'erreur peut être vite coûteuse. Je connais des gens qui ont acheté un véhicule, qui l'ont regretté et qui l'ont revendu, par exemple. D'autres qui avaient acheté un camping-car et qui finalement préféraient une caravane parce que de toute façon, ils allaient aller que en camping. Donc après, ils pouvaient se déplacer. Donc vraiment, il y a un côté réfléchir au choix de son véhicule. Parce que quand on n'a jamais vécu ça, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir le bruit dans un camping-car, de vivre en promiscuité, l'absence d'espace personnel, l'autonomie de l'eau, de l'électricité, le rapport à Internet, la fatigue quotidienne de bouger, de s'installer, de trouver des spots, de surveiller sa sécurité, de s'arrêter dans des endroits systématiquement inconnus pour faire des courses. Il n'y a pas toutes ces petites habitudes qui nous facilitent le quotidien. Et ça, pour ceux qui ne s'y attendent pas, c'est très fatigant. En même temps, je comprends que certaines fois, on n'a pas le choix. On ne peut pas tester parce qu'il y a l'urgence, parce qu'il y a l'impossibilité financière. Et là, dans ce cas-là, c'est à cette étape-là qu'il va falloir rentrer encore plus en questionnement personnel, encore plus rentrer en introspection pour clarifier ses réels besoins. Vraiment, se poser des questions sur le papier, en interrogeant d'autres nomades qui vivent ce mode-là. De préférence des personnes qui ne vont pas te vendre du rêve. C'est malheureusement trop souvent ce que je vois, que ce soit sur Insta, sur les groupes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas parler de l'envers du décor. Moi, je fais beaucoup de vidéos là-dessus et je fais des posts. L'idée de ne pas prendre une décision précipitée pour de mauvaises raisons déjà, et surtout pour le véhicule. J'en reparlerai du véhicule, et j'ai pas mal de vidéos sur comment choisir un véhicule. Mais c'est... Voilà, on troque un mode de vie sédentaire pour un mode de vie nomade et le véhicule a toute sa place. Et pourtant, c'est pas ce qu'on va chercher tout de suite. Parce que là derrière, il faut vraiment se définir son projet. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie nomade? Pourquoi je pars? Quelles sont les contraintes? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est posé en conscience? Parce que s'il y a une espèce d'urgence, c'est là où on peut faire des conneries en faisant des mauvais choix, en accélérant le processus alors qu'on n'est pas prêt. Mais même si on n'est pas prêt et qu'on doit le faire, il faut être d'autant plus vigilant, d'autant plus lucide. Je le dis souvent, la vie nomade, elle n'est pas complexe, elle est exigeante. Et si on n'a pas conscience de ces exigences-là, ça peut vite coincer. Il faut savoir aussi... combien de temps on part, parce qu'il y en a qui partent nomades de manière indéfinie, mais il y en a, ils se disent, allez, là on se fait un voyage, on se part 6 mois, on part 1 an, on se fait un tour du monde, un tour d'Europe. Voilà, définir le temps permet aussi déjà un peu plus de clarifier qu'est-ce qu'on va faire de nos affaires. Est-ce qu'on va pas tout garder, pas garder. Le budget aussi, à ce moment-là, est ultra important, parce qu'en fonction de où on va aller, ben, le budget, il faut qu'il soit réaliste. Alors ok, on n'a pas les charges comme avant, on n'a plus le loyer, on n'a plus les... factures d'eau, d'électricité, de box internet, tout est quanti. Mais on a d'autres frais qui s'ajoutent. Le carburant, les campings, si on a besoin de se poser, les aires payantes, si on a besoin aussi de se poser parce qu'on n'est pas assez autonome, par exemple, en électricité, et tout le matériel nécessaire pour la vie nomade au départ. Aménager par exemple un camping-car, rien qu'en panneaux solaires, en batterie, peu importe la batterie qu'on peut prendre. Mais tout ça, ça a un coût et les véhicules qu'on achète n'ont pas forcément l'équipement nécessaire. Donc vraiment le budget mensuel réaliste pour vivre, mais aussi le budget supplémentaire que l'achat du véhicule. Le point aussi ultra important, c'est très différent si on a décidé de travailler en étant nomade ou pas. Si on est retraité, ça va. C'est déjà pas de problème particulier par rapport à la gestion d'un travail. Mais si on a aussi besoin de travailler, ça va être compliqué. Si on a un rentrée d'argent passive, ça peut permettre un peu plus de souplesse. Donc ça, c'est aussi un niveau de conscience différente à avoir. Moi, je vous le dis, avant qu'on a démarré la vie nomade, on avait des investissements en Espagne. Ça s'est mal passé, on s'est fait méchamment escroquer. Les investissements n'existent plus. Donc, il a fallu trouver d'autres sources de revenus, par exemple. Donc, ça a été vraiment un vrai switch et un vrai changement aussi de comportement de comment on vivait notre vie nomade. Pareil, savoir qui part.
si on est tout seul, si on est en couple, si on est avec des enfants, de quel âge, combien, si on a des animaux, tout ça va énormément changer et la préparation et le choix du véhicule. Si on part en France, si on part à l'international, si on part en Europe, parce qu'il y a l'administratif qui va changer. Si on n'a plus un passeport, il faut refaire ses passeports. Donc, il faut aussi réfléchir parce que le délai de passeport. Donc, tout ça, c'est vraiment définir pour avoir la grande liste de OK, ça, c'est ainsi, donc voilà ce que ça va faire. Il va y avoir des répercussions, donc je devrais m'en occuper à tel moment. Et c'est pourtant une étape que beaucoup de gens sautent parce qu'elle est un peu chiante, parce qu'elle fait un peu peur et parce que ça oblige à se confronter à des questions qui ne peuvent pas rester sans réponse. On ne peut pas rester dans le flou si on veut avancer. Parce que c'est là où on va faire des mauvais choix et c'est là où on va perdre du temps, perdre de l'argent, perdre de l'énergie. Donc c'est vraiment une étape importante, acter, mettre en mots tout. Moi, ce que j'ai appelé dans ma méthode nomade, le N pour nommer, tout lister. Là, la phase 2, c'est préparer sa sortie, sécuriser sa sortie. Donc c'est vraiment la transition vie sédentaire, vie nomade. Donc déjà, vendre ou quitter son logement, c'est pas pareil. Il y a des délais qui sont incompressibles et qui ne nous incombent pas. Quitter son logement, on a un préavis à donner. En général, c'est 3 mois. On peut diminuer à 1 mois. Et peut-être même, j'imagine, en s'arrangeant avec son propriétaire, tout est négociable. Pour ce qui est de vendre, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne dépend pas de nous. Mais il y a quand même des actions à mettre en place. Aller voir un notaire, une agence immobilière si on passe par une agence, mettre l'annonce, faire les photos, faire en sorte que sa maison soit agréable pour être visitée, parce que ça aussi beaucoup de gens l'imaginent, il faut que les gens puissent se projeter, donc si c'est ultra encombré, si c'est pas hyper fluide pour se déplacer, voilà, je suis pas dans l'agence immobilière, mais il y a des choses à faire. Il y a aussi le côté administratif et anticiper la domiciliation future, parce que qu'on soit nomade ou pas, il nous faut une adresse en France, une adresse fiscale si on a une entreprise ou même pour soi-même ses impôts, mais pour recevoir des courriers, pour pouvoir immatriculer un véhicule. Donc voilà, il y a des choses qui existent. On peut se faire chez des amis, chez des proches, chez de la famille, il y a dans les CCAS de sa commune, il y a les carnets du voyageur, un truc comme ça, ou la route du voyageur. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, on trouve des solutions. Parce que la domiciliation, elle va conditionner tout le reste. Comme je dis, la carte grise pour mettre le véhicule, sans adresse, c'est un peu plus compliqué. Des fois, on peut même changer de banque pour passer par une banque qui n'a pas de frais à l'étranger, etc. etc. Il y a aussi tout ce qui est impôts, mutuelles, compte bancaire, CAF-SIA, CPM, bref. Sans adresse fixe, ça peut être un peu plus compliqué si on n'a pas anticipé tout ce dont on a besoin. Donc ça, c'est aussi à réfléchir. Je ne parle aussi vite fait de l'instruction en famille parce que c'est un gros morceau, mais elle nécessiterait une vidéo en elle-même. Parce que pareil, si on a des enfants et qu'on doit faire de l'instruction en famille, il y a toute une procédure à suivre, la déclaration, c'est même plus la déclaration maintenant, c'est la demande d'autorisation. Et la déscolarisation, ça ne se fait pas comme ça. Et si les enfants n'ont jamais été scolarisés, pareil, il y a aussi des choses à faire en place. Ça, je ferai une vidéo exclusivement sur l'IEF parce que ça ne concerne pas tout le monde et que c'est un gros morceau. La phase 4, forcément, ça va être réduire son volume de vie parce que tout ne tiendra pas dans le nouveau véhicule. Qu'importe la taille de la maison, tout ne tiendra pas. Moi, j'avais une maison, elle faisait 180 mètres carrés avec garage, salle de jeu pour les enfants, jardin. Donc, autant dire que quand on est passé de ça à Gary, 10 mètres carrés, mais nous, on l'a fait petit à petit, voilà. De toute façon, il y aura d'autres étapes derrière. On fait un premier tri, on vend, on donne, on stocke, et au fur et à mesure des années, si on reste sur la vie nomade, on va encore s'alléger. Donc, déjà, tout ce qui ne rentre pas dans le véhicule, t'en auras pas besoin en général. Genre tout ce qui est meubles, sauf si derrière il y a un autre projet de se réinstaller, mais bon, qui dit meuble dit garde-meuble, donc BOC, donc coût supplémentaire et gérer tout ça aussi. Et le fait de désencombrer, psychologiquement, ça peut faire aussi beaucoup de choses. Parce qu'on est attaché à ces objets, on est attaché à ces affaires personnelles, et certaines personnes ont du mal à se séparer. C'est une charge supplémentaire mentale
parce que c'est pas du ménage qu'on fait, c'est pas du ménage de printemps, c'est vraiment on switch, on va se séparer des choses et des fois il n'y a pas l'envie réelle, même s'il y a la contrainte de le faire. Et ça prend plus de temps que prévu et ça nous coûte plus d'énergie que prévu. Donc ça c'est très très compliqué pour certains à gérer. Il vaut mieux le faire par catégorie que par pièce. En général, les gens ils font dans une pièce, alors que non, on peut se dire allez là j'ai trié tous mes livres, tu prends tous les livres qui traînent dans ta maison et là tu fais des tas à garder, à donner, à jeter, machin, pareil pour tes fringues, pour les chaussures, voilà, plutôt que faire par pièce. Ça je conseille le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, qui marche très bien aussi pour complètement trier. Donc pareil, si on doit se séparer d'affaires, ça va prendre du temps de les vendre, que ce soit dans des brocantes, sur Vinted, qu'on les donne dans des assos comme Emmaüs ou sur le Bon Coin, où il y a des sites internet ou donon.org par exemple. Bref, tout ça, ça va prendre du temps en fait. C'est ça aussi, c'est qu'il y a l'action effective, mais il y a aussi le temps de faire les choses. Donc ça, faut pas non plus sous-estimer ça. Et pareil, si on garde des choses en box, il ne faut pas non plus se leurrer, ça coûte de l'argent. Et il y a aussi différents types de stockage. Il y a des stockages, nous on en avait pris à un moment où c'était vraiment des trucs professionnels, dans des grands locaux, on avait une clé, on pouvait y aller H24 quand on voulait, c'était sécurisé, c'était sous caméra, et c'était en général protégé contre l'humidité, etc., etc. Après il y a des stockages un peu chez des particuliers, une pièce en plus, ce genre de choses. Voilà, ça aussi, ça demande de l'investissement, ça demande du temps, ça demande aussi de faire des allers-retours. Bref, c'est pas une étape à négliger. Et c'est seulement une fois qu'on a fait tout ça que là, on va commencer à choisir leur véhicule, qu'on va réfléchir au choix du véhicule. Surtout pas avant, parce qu'avant, ça va être biaisé, ça va être trop tôt, et on n'en est pas là dans l'étape. Surtout si on n'a jamais voyagé, si on n'a jamais testé la ligne, on ne sait pas le besoin qu'on va avoir. Parce que le véhicule, c'est la conséquence du projet. C'est pas le projet en lui-même. Ok, son véhicule, ton projet n'existe pas, mais le projet, pour qu'il soit clair, il faut que toutes ces étapes-là aient été faites et tu dis ah ben ouais, finalement, ce véhicule-là, il va être l'idéal pour mes besoins. Toujours la même chose, donc de bien réfléchir en amont à ses besoins. Parce que l'erreur classique que je vois, c'est d'acheter trop grand, par peur de manquer d'espace, mais du coup, qui dit véhicule grand dit véhicule moins maniable. J'avais fait une vidéo sur choisir son véhicule et ça c'est un réel point. Ou de même voir un véhicule petit pour être plus discret fait qu'on sacrifie son confort. Il n'y a pas de meilleur choix l'un que l'autre, mais ce choix-là dépend vraiment de ses besoins. De même acheter trop vite parce que le marché de la van life est ultra tendance. Les bonnes occasions perdent vite et je vois beaucoup de personnes qui se lancent et qui achètent sur un coup de cœur ou parce qu'elles ont été conseillées par des personnes mais qui n'ont pas su, elles, dire bah non, ça va pas aller parce que voilà, elles le trouvent bien pour leurs besoins, elles, mais pas pour l'autre, ou parce que tu vas en concession et que là tu as un commercial qui connaît super bien son taf et qui va te faire acheter le véhicule dont tu n'as pas besoin. Moi, je vais régulièrement en concession pour le côté un peu fun, pour voir les nouveautés qui arrivent et tout ça. Et il y en a. Mais sérieusement, si je n'avais pas garé, je partirais, je signerais derrière un autre truc. C'est un truc de fou en fait. Il y a des mecs qui ils vendraient père et mère, mais ils vendent super bien. Et donc ça, il faut faire super attention quand on n'est pas... quand on ne sait pas trop ce qu'on veut. Parce que voilà, donc il y a vraiment des étapes à bien respecter. Et peut-être se faire accompagner aussi si on ne connaît pas trop les trucs... qu'on appelle les problèmes qui peuvent être cachés, soit on appelle les problèmes d'infiltrité, d'humidité, de mécanique, tout ça. Ne pas hésiter des fois à se faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît, par un professionnel. En tout cas, pas faire aveuglément confiance. Il y a énormément de variables à choisir, hein, le gabarit, la motorisation, l'âge du véhicule, ce qu'on veut en faire, si on veut faire des travaux dedans, si on a prévu d'en faire ou pas. Donc voilà, si on veut l'aménager soi-même aussi. Et du coup, ça a un coût supplémentaire. Donc il ne faut pas hésiter à prévoir un budget supplémentaire d'après-achat. Il y a l'achat en lui-même et après, il y a le budget d'après-achat parce que c'est ultra rare que le véhicule corresponde pile poil à ce qu'on veut et donc il y aura forcément un aménagement supplémentaire à faire ou du matériel de base.
s'il est d'occasion, des fois les gens vont rendre avec, c'est très con, hein, mais la table, les chaises, des fois le pied pour le linge, le haut-vent s'il est déjà installé, ce genre de choses. Mais des fois, il n'y a pas tout ça, où c'est un peu obsolète. Par exemple, des batteries qui ne sont pas super costauds, que c'est un peu vieille, ou pas de panneaux solaires suffisamment puissants, parce que ces personnes-là allaient par exemple tout le temps en camping, donc n'avaient pas besoin d'être autonomes. Donc voilà, tout ça, ce sont des paramètres à bien réfléchir, à bien prendre en considération. La phase 6, c'est être enfin d'organiser le départ. Donc là, avec des dates butoirs, et donc la date butoir va être souvent inhérente à la vente de la maison ou la sortie du logement si on est locataire. Mais il faut se dire que tout prend plus de temps que prévu. Hein. Je ne sais plus c'est une loi, mais en général, il faut mieux prévoir toujours 20% de temps supplémentaire. De même pour le budget, parce que le budget de départ versus le budget mensuel, il est différent, parce que les premiers mois, on a plus de dépenses, et on ne sait pas encore très bien ce que ça va donner sur la route, parce qu'on ne sait pas, très con, mais on ne va pas savoir exactement la consommation du véhicule qu'on va acheter, et au prix de l'essence actuelle, je peux vous garantir que ça peut vite être un point important. Les premiers itinéraires aussi, il faut déjà un peu y réfléchir sans tout planifier, savoir où est-ce qu'on va aller, mais pas non plus y passer trop de temps, parce que c'est aussi une surcharge supplémentaire. Si on a décidé, tiens, je vais en profiter, je vais aussi aller faire découvrir tel pays parce que j'ai jamais fait, ça peut être aussi un petit peu un frein, parce qu'il y a l'excitation de se faire ce pays-là, mais en même temps, on découvre aussi la van life, la vie nomade, plus un nouveau pays, plus l'envie de découvrir alors qu'on doit faire aussi 1000 autres choses. Du coup, voilà, peut-être qu'au départ, aller pas bien loin dans des régions qu'on connaisse, déjà s'adapter à la vie nomade pour ensuite s'adapter à la vie nomade inconnue dans des pays, dans des régions inconnues. Tout dépend aussi bien sûr de sa capacité à supporter l'adaptation, le changement, de son esprit d'aventure. Voilà, et à ce niveau-là, on est tous très différents. Il y en a qui n'ont aucun problème et qui vont savoir tout gérer, et d'autres, ça va être beaucoup plus oppressant, beaucoup plus angoissant. Et du coup aussi, c'est à ce moment-là, on réfléchit déjà aussi si on a des solutions système B, si le véhicule tombe en panne, avoir des personnes ressources, un garagiste de confiance, ou savoir si d'entrée de jeu ça me plaît pas, est-ce que je peux aller me reposer chez quelqu'un, ou voilà, il y a aussi, pour ceux qui ont besoin d'être ultra rassurés, avoir aussi d'entrée de jeu une petite porte de secours juste au cas où. Et aussi se dire que les premiers jours, semaines, mois, tout dépend des uns et des autres, il y aura une période de rodage. Ça ne sera pas fluide tout de suite, ça va demander de l'ajustement, ça va demander de l'adaptation, ça je dis tout de suite. Donc ne pas se décourager si ça ne se passe pas comme prévu, si c'est moins fun, ou au contraire, si c'est super génial, ne pas non plus rester avec que cette excitation-là, parce que tout dépend aussi de quand est-ce qu'on part. La van life, au printemps, en été, c'est super cool. En octobre et en janvier, ça devient moins fun. Donc voilà, il y a aussi, bon, tout dépend des pays où on part, bien sûr, hein, mais l'idée c'est de pouvoir être autonome tout le long de l'année, qu'importe la situation, qu'importe le climat, qu'importe ce qui se passe autour de soi. Donc voilà, la période de rodage, qu'elle soit positive ou négative, ce n'est qu'une période de rodage, et au fur et à mesure, elle va évoluer. 6 mois, parce que c'est la question qu'on m'avait posée, est-ce qu'en 6 mois c'est faisable? Alors oui, mais tout va dépendre de comment on s'organise, de comment on a du temps disponible pour s'occuper de ce projet-là. Et on a bien vu, c'est pas un projet, c'est 5-6 projets à la fois dans un projet. Donc il faut vraiment prioriser, structurer, aller par étapes et accepter qu'il y aura des trucs qui ne vont pas se passer vraiment comme prévu. Voilà. Le lâcher-prise commence déjà maintenant. Et c'est une très bonne exercice pour l'après, parce que la vie nomade, c'est du lâcher-prise en permanence, c'est de l'adaptation en permanence. Parce que le problème, il ne va pas être que logistique, il ne faut pas se mentir, il y a vraiment un changement. Moi, mon métier, c'est conseillère en économie sociale et familiale, c'est-à-dire que j'accompagne les gens à la transition de vie, à apprendre à gérer des nouvelles situations, à devenir autonome quand il y a du changement. Et la vie nomade, c'est vraiment un changement. On passe de vie sédentaire à vie nomade. Donc, il y a tout le côté logistique, mais il y a tout le côté mindset, psychologique. Donc, il n'y a pas que la préparation
logistique, il y a aussi la préparation mentale. Et ça, j'en parle beaucoup plus dans la méthode nomade. J'en parlerai un peu plus après. Tac, tac, tac. Donc, je conseille vraiment de ne pas faire tout en même temps. Vraiment y aller étape par étape. Sinon, ça va faire une surcharge cognitive, ça va faire une charge mentale énorme. Et là, on a l'impression de ne pas avancer, d'en mettre partout. Voilà, c'est comme les cartons. Ne commencez pas à 1001 cartons, à avoir plein de cartons ouverts les uns autour des autres. Ça va être pire que tout. Donc là, j'ai parlé vraiment que du logistique, de ce qui est nécessaire dans un premier lieu. Voilà, parce que si on se dit, ok, je pars nomade demain, la logistique, c'est ce qu'on voit en premier, mais ce n'est pas l'essentiel, et c'est pas suffisant, parce que derrière, qui dit vie nomade, dit perte de repères, que ce soit des repères spatiaux, on n'est plus dans son même environnement, on n'est plus dans ses mêmes habitudes, on n'est plus dans ses connaissances, spatiale, mais aussi sociale. C'est-à-dire qu'on n'a plus les personnes, on n'a plus nos proches, on n'a plus les voisins, on n'a plus notre boulanger, on n'a plus notre coiffeur, on n'a plus tout cet espace-là qui était notre quotidien facile. Et ça, pour certains, c'est vraiment pas problématique, mais en tout cas soudain et délicat à vivre. Il y a aussi le côté, l'incertitude du quotidien. On ne sait pas où dormir, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, on ne sait pas les gens qu'il y aura autour de nous. Donc l'incertitude, elle est aussi permanente. Et donc là, je parle beaucoup de lâcher prise et d'adaptation parce que c'est réel. Qu'on soit aussi tout seul, en couple avec des enfants, la promiscuité peut vite devenir un problème, ou même la solitude. Si on part tout seul et qu'on avait l'habitude de sortir tout le temps, de voir ses amis tout le temps, ça va être une autre façon de gérer sa vie. Si on est en couple, à l'inverse, vivre à deux dans 10 mètres carrés, on n'a plus ces espaces personnels, on n'a plus ces temps off où on rentrait du travail, on avait notre trajet de route, où on avait nos soirées avec nos copains, nos copines, bref, tout ça, ça change énormément la donne. Je parle aussi en fait d'identité nomade, c'est-à-dire que tu changes de statut aux yeux de la société, aux yeux de tes proches, aux yeux des personnes avec qui tu vas travailler. Et il ne faut pas se leurrer, il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y en a qui fantasment le truc, il y en a qui trouvent ça dangereux, il y en a qui trouvent ça marginal. Le regard, ce qu'on pose sur toi, va forcément changer et ça, il faut être si prêt à l'accepter. Pas forcément à le comprendre, mais en tout cas à l'accepter parce que ça fait partie... Et c'est une partie évidente de la vie nomade. Tu fais partie d'un pourcentage restreint, et ce pourcentage restreint-là, il fait en sorte que les autres ne vivent pas ce que tu vis et ne comprennent pas ce que toi tu fais. Et il y a aussi un côté que j'ai déjà vu un peu rarement, mais je préfère en parler là aussi, c'est fait de... Sur la durée, au début, c'est waouh, c'est génial, c'est tout beau, c'est tout neuf et tout ça. Donc cette nouveauté est attractive. On a l'énergie qu'il faut, on a la motivation, même quand il y a les galères, parce qu'on a envie de tenir. Il y a un côté, ouais, c'est sympa, j'ai envie de m'accrocher. Voilà, comme je le dis, les premiers mois, c'est un mois de rodage, donc on fait peut-être plus d'efforts. Mais après, pour tenir sur la durée, l'excitation est moins là, mais les efforts ont toujours besoin d'être là. Donc il y a aussi comme ça, au fil du temps, sa vie nomade devient presque une norme. J'ai aussi écrit là-dessus, parce que ouais, il y a un côté banal, mais dans cette banalisation-là, il faut comme trouver encore du plaisir à vivre au quotidien. Donc c'est pour ça que la préparation à la vie nomade, elle n'est pas juste logistique. Là, vous voyez bien, ça couvre énormément de domaines. Et c'est pour ça que moi j'ai créé la méthode nomade, parce qu'elle couvre vraiment l'aspect logistique. Moi c'est le O de nomade, c'est pour organisation. Donc il y a l'organisation avant, pendant et même après, parce que des fois il y a le retour, quand il y a un retour de prévu. Donc pour ceux qui ont besoin d'aller un peu plus loin, j'ai aussi l'audit stratégique. C'est 1h30 ensemble où on regarde votre projet, on voit où vous en êtes. Et moi, avec mon regard et de nomade expérimenté et de professionnel CESF, je peux pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui mérite d'être ajusté, ce qui mérite d'être complètement revu, ce qui n'a pas du tout été vu. Les angles morts psychologiques, ça on en a tous, et je les aborde beaucoup.
Il y a aussi juste le petit call découverte, 20 minutes, 30 minutes, ça c'est gratuit, ensemble, et on fait un petit point. Voilà, je vois 2-3 trucs et je mets juste l'accent sur une chose. Donc c'est pas un audit complet, on va pas creuser, mais pour certains, ça permet juste déjà de voir si on bossait ensemble par exemple, et si leur projet tient vraiment la route. Cette vidéo est super longue, je ne pensais pas que ça le serait autant, mais voilà, c'était grosso modo les étapes, comment moi je pense qu'il faut les travailler pour pouvoir avancer dans cette vie nomade, en tout cas se lancer dans une période courte de 6 mois où on a beaucoup à faire. Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas, viens en commentaire ou dans mes réseaux. Je suis présente sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. En général, on me trouve pas facilement et tout est dans la description. Sur ce, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao!